En août 1943, un officier allemand spécialisé dans la formation des équipages de canons d'assaut traverse le front de Koursk. Les combats viennent de s'achever. Il a pour mission de collecter les témoignages des commandants qui ont survécu à la plus grande bataille de chars de l'histoire. Ce qu'il entend le stupéfie. Un officier supérieur lui déclare sans hésiter qu'il préférerait disposer d'un bataillon de canons d'assaut plutôt que d'une division blindée entière. Un commandant de régiment va encore plus loin et affirme que 2 canons d'assaut valent mieux que 10 chars. Dans le rapport officiel rédigé à l'issue de cette tournée d'inspection, il est écrit noir sur blanc que le canon d'assaut est probablement l'arme la plus précieuse des combats de l'été 1943. Et l'on ne parle pas du Tiger, cette bête d'acier que la propagande présentait comme invincible. On ne parle pas de la Panthère, élégante et redoutable. On parle d'une machine trapue, sans tourelle, au profil bas et disgracieux, qui coûtait presque 2 fois moins cher qu'un char ordinaire. Cette machine s'appelait le Sturmgeschütz III, le Stuck 3, et elle allait devenir l'engin blindé le plus produit de toute la Seconde Guerre mondiale côté allemand, avec plus de 10 000 unités sorties des chaînes de fabrication. Mais pour comprendre pourquoi cette machine improbable a surpassé les géants de l'acier, il faut remonter dans les tranchées boueuses d'une guerre précédente. La Première Guerre mondiale avait transformé le champ de bataille en un enfer industrialisé. L'apparition des mitrailleuses avait rendu toute attaque d'infanterie suicidaire. Des compagnies entières tombaient en quelques secondes, fauchées avant d'avoir franchi 50 mètres. Un nid de mitrailleuses bien positionné, un bunker renforcé, un canon en tir direct suffisaient à stopper une offensive de division. L'artillerie classique pouvait théoriquement détruire ces positions, mais en pratique, la dispersion des obus, les délais de correction du tir et le risque permanent de toucher ses propres soldats rendaient son efficacité très aléatoire. Les Allemands trouvèrent alors une solution aussi simple que brutale. Des artilleurs volontaires avançaient à pied avec les fantassins, poussant manuellement leurs pièces d'artillerie pour les mettre en batterie à quelques dizaines de mètres des positions ennemies et les détruire en tir direct. La tactique était brillante, mais ces hommes mouraient en masse, car l'ennemi cherchait à les neutraliser en priorité. Leur perte était si effroyable qu'on ne recrutait dans ces unités que des volontaires consentants, des hommes qui savaient exactement ce qui les attendait. En échange de ce courage extraordinaire, ils jouissaient d'un prestige immense au sein de l'armée allemande. Les années passèrent, l'Allemagne perdit la guerre, fut humiliée à Versailles et traversa une décennie de chaos politique et économique. Mais les leçons des tranchées ne furent pas oubliées. En 1935, le général Erich von Manstein rédigea une note de service adressée au chef d'état-major général. Ce document allait changer l'histoire de la guerre blindée. Von Manstein y exposait avec précision la nécessité de créer des canons d'assaut automoteurs blindés conçus pour accompagner l'infanterie dans ses attaques. Le principe était simple et d'une logique implacable. Reprendre la tactique éprouvée de la Grande Guerre, mais protéger les artilleurs avec du blindage et remplacer leurs jambes par un moteur, afin qu'ils puissent non seulement survivre sous le feu, mais aussi suivre le rythme de l'infanterie en progression. Les généraux von Fritsch et Beck approuvèrent le projet, et les travaux débutèrent immédiatement. En début de l'année 1937, la firme Daimler-Benz livra le premier prototype, construit sur la base du Panzer III, un châssis qui allait démontrer une fiabilité mécanique remarquable tout au long de la guerre. La machine reçut un canon court de 75 mm d'une longueur de 24 calibres. La balistique de cette pièce était parfaitement adaptée à l'appui d'infanterie. Les obus suivaient une trajectoire légèrement courbe et même en cas de tir imprécis, tombaient si près de la cible que leur effet de fragmentation et de souffle restait dévastateur. Ils pouvaient plonger directement dans les tranchées et les fossés anti-chars, détruisant ce qui était hors d'atteinte du tir tendu. Sur le polygone d'essai, on organisa un tir comparatif entre le nouveau canon d'assaut et un Panzer IV armé du même canon. Le résultat surprit les observateurs. L'engin sans tourelle se révélait sensiblement plus précis que le char. L'absence de tourelle pivotante rendait la structure plus rigide, et le profil bas réduisait les oscillations au moment du tir. Mais une dispute éclata alors entre les tankistes et les artilleurs. Les premiers estimaient que tout engin blindé relevait par nature de leur domaine. Les seconds rétorquaient qu'un canon d'assaut était avant tout un canon et qu'il avait donc sa place dans l'artillerie. Cette querelle corporatiste, absurde en apparence, retarda considérablement le lancement de la production en série.
Les artilleurs l'emportèrent finalement, et le Stuck 3 devint officiellement un engin d'artillerie. L'absence de tourelle permit aux ingénieurs de redistribuer le poids économisé en blindage frontal, porté à 50 mm. Pour la fin des années 30, c'était une protection excellente, supérieure à celle de la plupart des chars allemands de l'époque. L'équipage se composait de 4 hommes, un commandant, un conducteur, un pointeur et un chargeur. Fidèles à la tradition héritée de la Grande Guerre, ces équipages étaient constitués exclusivement de volontaires ayant passé une sélection rigoureuse. Ils recevaient une formation plus poussée que les tankistes ou les artilleurs ordinaires et jouissaient dès le départ d'un statut d'élite au sein de la Wehrmacht. La production en série débuta en 1940 et elle ne s'arrêterait plus jusqu'au dernier jour du conflit. Le coût unitaire d'un Stuck 3 s'élevait à environ 82 500 Reichsmark, tandis que le Panzer III sur lequel il était construit revenait à 103 000 Reichsmark au trésor. Moins cher, plus simple à fabriquer, plus précis au tir et mieux blindé en façade qu'un char équivalent. Cette combinaison rendait la machine irrésistible aux yeux du commandement. Les premières unités sorties d'usine rejoignirent leur bataillon, les équipages prirent place à bord et la machine attendit son heure. Cette heure allait sonner à l'été 1940 sur les routes de Belgique et de France, où quelques batteries allaient pour la première fois démontrer que l'idée de von Manstein n'était pas une théorie abstraite, mais une arme capable de changer le cours d'une bataille. L'été 1940, les panzers allemands traversent la Belgique et enfoncent les Ardennes, là où personne ne les attendait. Dans ce torrent d'acier et de fumée, 4 batteries de canons d'assaut avancent au contact direct de l'infanterie. La batterie 640 rejoint le régiment d'infanterie Deutschland et est rebaptisée 16e batterie d'assaut. À ses côtés opèrent les batteries 659, 660 et 665. En tout, moins de 50 machines pour une campagne qui va stupéfier le monde entier. Les fantassins français et britanniques, qui tenaient des positions fortifiées depuis des semaines, découvrent avec stupeur ces engins trapus qui surgissent du couvert, s'arrêtent à 200 mètres et pulvérisent les nids de mitrailleuses et les blocos avec une précision chirurgicale avant que quiconque ait eu le temps de réagir. Dans le rapport de la 16e batterie d'assaut, un officier écrit que les fantassins allemands, habitués à compter uniquement sur leurs fusils et leurs grenades pour réduire les positions fortifiées, découvrent pour la première fois ce que signifie avoir un canon blindé qui avance avec eux et détruit tout ce qui bloque leur progression. Les soldats d'infanterie appellent ces machines leurs meilleurs amis. En 6 semaines, la France s'effondre. L'armistice est signé le 22 juin 1940 dans la forêt de Compiègne, dans le même wagon où l'Allemagne avait capitulé en 1918. Pour les équipages du Stuck 3, la campagne de France a été une démonstration réussie, mais dans des conditions encore trop favorables pour révéler toutes les capacités de la machine. Le véritable baptême du feu, celui qui forge les légendes et brise les hommes, attendait à l'Est. Le 22 juin 1941, à 3h15 du matin, plus de 3 millions de soldats allemands franchissent la frontière soviétique sur un front de 2000 km. Les canons d'assaut avancent avec les premières vagues d'infanterie, comme prévu, comme entraîné. Mais dès les premières heures, les équipages comprennent que ce conflit n'a rien à voir avec la promenade française. Les routes soviétiques sont des pistes de terre qui se transforment en bourbiers dès la première pluie. Les distances sont écrasantes et surtout, la résistance soviétique, chaotique et désorganisée en apparence, produit des éclairs de violence d'une intensité que personne n'avait anticipée. Les premiers chars soviétiques rencontrés, les T-26 et les BT-7, sont détruits sans difficulté par le canon court de 75 mm. Mais très vite, apparaissent des machines d'une autre nature. Le T-34 avec son blindage incliné et son canon de 76 mm, et le KV-1, ce colosse pesant 47 tonnes dont le blindage frontal atteint 75 mm. Contre ces deux adversaires, le canon court du Stuck 3 se retrouve dans une situation délicate. Le projectile perforant quitte le canon à seulement 385 mètres par seconde, une vitesse insuffisante pour percer efficacement les blindages épais à moyenne et longue portée. Les équipages se retrouvent à devoir manœuvrer pour chercher les angles favorables, les flancs exposés, les zones de blindage plus minces. Mais il existe une solution que les servants du Stuck 3 commencent à utiliser avec une efficacité surprenante. La grenade cumulative 38. Ce projectile fonctionne selon un principe radicalement différent du perforant classique.
Au lieu d'enfoncer le blindage par énergie cinétique, il concentre un jet de métal liquide en un point précis grâce à l'effet Munro. Sa vitesse initiale est de 450 mètres par seconde, légèrement supérieure à celle du perforant, mais surtout, sa capacité de pénétration de 75 mm reste constante quelle que soit la distance. Et contre le blindage incliné du T-34, quelque chose d'inattendu se produit. L'obus, tiré selon une trajectoire légèrement courbe depuis le canon court, arrive parfois sur le glacis avant incliné selon un angle proche de la normale. Ce même blindage qui dévie si efficacement les projectiles perforants tirés à plat se retrouve presque perpendiculaire au jet cumulatif, lui offrant la pénétration maximale. Les équipages prennent note. Ils développent rapidement des techniques de tir adaptées, choisissant le type de munition en fonction de la cible, de la distance et de l'angle d'approche. Le Stuka 3 n'est pas encore le chasseur de chars redoutable qu'il deviendra, mais entre des mains expertes, il se révèle déjà dangereusement efficace, même contre les blindés les plus solides de l'armée rouge. C'est dans ce contexte brutal que le 185e bataillon de canons d'assaut commence à écrire son histoire. Du 22 juin au 31 décembre 1941, ce seul bataillon détruit ou capture 64 canons lourds et moyens, 66 canons légers, 39 canons d'infanterie, 34 mortiers, 79 canons anti-chars, 45 canons anti-aériens, 314 mitrailleuses, 91 chars et 9 véhicules blindés. Pour accomplir ce bilan, le bataillon a consommé 58 890 obus. Ses pertes propres s'élèvent à 9 machines, dont 6 détruites par l'ennemi et 3 sabordées par leurs équipages pour éviter la capture. Ces chiffres révèlent quelque chose d'essentiel sur la nature de cette guerre. Sur les 9 machines perdues, contre les dizaines de blindés et les centaines de pièces d'artillerie détruites, la disproportion est vertigineuse. Elle s'explique par la doctrine d'emploi. Le Stuka 3 tire depuis des positions couvertes, choisies avec soin, souvent à des distances où l'ennemi peine à riposter efficacement. Il ne charge pas à découvert comme un char de cavalerie. Il patiente, vise, frappe et se déplace avant que l'adversaire ait eu le temps de corriger son tir. L'hiver 1941 arrive, et avec lui, des températures qui descendent à moins 40 degrés en Ukraine et en Russie centrale. Les moteurs refusent de démarrer, les lubrifiants se solidifient, les chenilles se brisent sous l'effet du froid. Mais le front ne s'arrête pas, et des bataillons de canons d'assaut continuent de se battre dans des conditions que personne en Europe occidentale ne peut vraiment imaginer. Puis vient le printemps 1942, et avec lui une offensive soviétique qui va offrir au 185e bataillon l'occasion de forger sa réputation pour l'éternité. Du 20 février au 9 avril 1942, en moins de 2 mois, ce même bataillon détruit 2 chars lourds K-20, 229 chars moyens soviétiques et 127 T-34, auxquels s'ajoutent plus de 50 pièces d'artillerie. Le système de comptage allemand est rigoureux. Seuls sont validés les engins clairement détruits ou en feu. Un char immobilisé par la perte d'une chenille ou d'une roue motrice est considéré hors de combat, mais n'entre pas dans les statistiques de victoire. Le bilan réel des blindés soviétiques mis hors de combat au cours de cette période est donc certainement supérieur aux chiffres officiels. Sur toute cette période, le bataillon perd définitivement 8 canons d'assaut. 11 hommes sont tués, 23 sont blessés. La consommation de munitions s'élève à 12 700 obus à fragmentation, 5 120 perforants et 1360 cumulatifs. La répartition de ces munitions est en elle-même une leçon de tactique. Même face à une offensive blindée massive, plus de la moitié des obus tirés sont des projectiles à fragmentation destinés à l'infanterie d'accompagnement, aux servants des canons anti-chars et aux postes de commandement. Car le tankiste soviétique seul est moins dangereux que le tankiste soviétique appuyé par une infanterie organisée et des canons anti-chars bien positionnés. Mais ces succès extraordinaires posent une question de plus en plus urgente. Les T-34 et les KV que le 185e bataillon détruit en nombre au printemps 1942 sont souvent abordés à courte distance, dans des conditions favorables depuis des positions préparées. La doctrine impose de ne pas s'engager contre des blindés adverses en terrain découvert et à longue portée. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la physique. Le canon court ne peut pas garantir la destruction d'un T-34 au-delà de 800 mètres,
et contre un KV en frontal, même à 500 mètres, le résultat reste incertain. Or, le front évolue. Les Soviétiques apprennent de leurs défaites. Ils améliorent leur communication, forment mieux leurs équipages et commencent à utiliser leurs chars avec davantage de coordination. Les positions préparées et les courtes distances ne seront bientôt plus toujours au rendez-vous. Le commandement allemand comprend que la machine doit évoluer, et vite. Les ingénieurs ont déjà une réponse sur leur table à dessin. Un nouveau canon, long, puissant, capable de transformer définitivement le Stuka 3 en quelque chose que personne sur le champ de bataille n'osera ignorer. Au printemps 1942, les usines allemandes travaillent dans une urgence absolue. Le front de l'Est a révélé une vérité que personne ne voulait entendre pendant les années de victoire facile. Le canon court de 24 calibres appartient désormais au passé. Mais avant d'examiner la révolution qui se prépare sur les chaînes de montage, il faut revenir en arrière et comprendre comment la machine avait évolué depuis ses toutes premières versions. Car chaque modification raconte une histoire de leçons apprises dans le sang et le feu. La version A, sortie d'usine en 1940, était encore un engin imparfait. Les ingénieurs le savaient. L'été même de sa mise en service, la version B apparut, avec une transmission profondément remaniée, des chenilles élargies à 40 cm et de nouvelles roues motrices et directrices. Sur les sols meubles de Pologne et de Russie, cette modification n'était pas un luxe. Une machine qui s'enlise à 200 mètres des lignes ennemies n'est plus une arme, c'est un cercueil en acier. Les chenilles plus larges répartissaient mieux le poids sur les terrains détrempés par la pluie ou ramollis par le dégel printanier, et la transmission révisée réduisait les pannes mécaniques qui immobilisaient régulièrement les premiers engins lors des longues marches de nuit. Au début de 1941, les versions C et D sortirent des ateliers en succession rapide. Vues de l'extérieur, elles étaient presque impossibles à distinguer l'une de l'autre, leurs différences étant essentiellement internes. Mais une modification visible à l'œil nu changea radicalement la sécurité du pointeur. Sur les premières versions, le viseur était logé dans la plaque frontale du blindage, créant une zone de faiblesse structurelle précisément là où l'ennemi cherchait à frapper. Un projectile adverse touchant cette zone pouvait bloquer le viseur ou perforer le blindage à son point le plus vulnérable. Sur les versions C et D, le viseur fut déplacé sur le toit de la superstructure, donnant au pointeur une position de travail infiniment plus sûre et lui offrant simultanément un meilleur angle d'observation du champ de bataille. Ce déplacement en apparence anodin sauva des vies, car un pointeur blessé ou tué dans les premières secondes d'un engagement transformait instantanément une machine de combat en cible immobile. L'automne 1941 apporta avec lui les premières grandes désillusions sur le front de l'Est, et la version E répondit à ces désillusions avec pragmatisme. Les concepteurs abandonnèrent les plaques latérales inclinées de 9 mm des versions précédentes et les remplacèrent par des parois verticales de 30 mm. Un blindage vertical est théoriquement inférieur à un blindage incliné de même épaisseur, car l'inclinaison augmente l'épaisseur effective traversée par un projectile et favorise les ricochets. Mais la différence de 30 mm contre 9 compensait très largement cet inconvénient géométrique. Les flancs du Stuka 3, autrefois vulnérables aux canons anti-chars soviétiques de 45 mm même à des distances respectables, devinrent soudainement capables d'absorber leurs impacts à des portées moyennes. Or, les canons anti-chars de 45 mm constituaient l'essentiel de la défense anti-chars soviétique en 1941. Cette modification simple, peu coûteuse, changea concrètement les probabilités de survie des équipages dans les engagements quotidiens. Puis vint la Révolution. Au début de 1942, la version F entra en production, et avec elle, tout changea. Le canon court de 24 calibres disparut, remplacé par une pièce longue de 75 mm, développant 43 calibres de longueur de tube. Cette décision transformait fondamentalement la nature de la machine. Le Stuka 3 n'était plus seulement un canon d'assaut conçu pour épauler l'infanterie en détruisant les positions fortifiées. Il devenait simultanément un chasseur de chars redoutable. La vitesse initiale du projectile perforant bondit à 670 mètres par seconde, presque le double de l'ancien canon. La trajectoire s'aplatit, la précision à longue distance augmenta considérablement et les tables de pénétration furent réécrites. Simultanément, le blindage frontal reçut des plaques additionnelles de 30 mm boulonnées sur l'existant, portant l'épaisseur totale à 80 mm. Un ventilateur d'extraction fut installé sur le toit de la superstructure
pour évacuer les gaz de poudre qui s'accumulaient dans le compartiment de combat après les tirs rapides, rendant l'air irrespirable et les servant incapables de pointer correctement. Une mitrailleuse avec bouclier protecteur fit son apparition pour répondre à une menace que les équipages avaient apprise à leurs dépens. L'infanterie adverse, ayant compris que s'approcher par les flancs ou par l'arrière d'un engin sans tourelle était son point faible majeur, cherchait systématiquement à isoler les canons d'assaut de l'infanterie allemande qui les protégeait. Très peu de temps après la mise en service de la version F, le canon fut remplacé par une version encore plus longue de 48 calibres, donnant naissance à la désignation F8. Cette variante devint l'une des plus répandues de toute la guerre. Le projectile perforant atteignait maintenant des performances qui changeaient l'équilibre des rencontres avec la blindée soviétique. À 1500 mètres, la probabilité de toucher une cible de 2,50 m de large s'élevait à 77%, avec une pénétration de 74 mm. À 1000 mètres, la précision montait à 99% pour une pénétration de 85 mm. Le projectile sous-calibré, plus rare mais dévastateur, perçait 97 mm à 1000 mètres avec une précision de 95%. Quant au projectile cumulatif, il garantissait une pénétration constante de 100 mm, quelle que soit la distance, avec une précision de 100% à 500 mètres. Ces chiffres signifiaient concrètement que le T-34 pouvait être engagé efficacement à partir de 800 mètres, et que la tourelle coulée du KV, dont le blindage nominal de 100 mm équivalait en réalité à 85 à 90 mm de blindage laminé en raison des propriétés inférieures de l'acier coulé, devenait vulnérable à 1000 mètres. Les équipages expérimentés préféraient attendre 500 mètres pour garantir la destruction au premier coup, car dans un engagement blindé, rater sa première salve pouvait signifier ne pas avoir l'occasion d'en tirer une seconde. La dernière grande évolution arriva au début de 1943, avec la version G, qui allait rester en production jusqu'à la fin du conflit. La superstructure fut élargie au-dessus des chenilles, gagnant en volume intérieur et en espace de travail pour l'équipage. Le commandant reçut enfin une coupole à part entière, dotée de 8 blocs d'observation périscope couvrant un arc complet autour de la machine. La partie avant de cette coupole s'ouvrait séparément pour permettre l'utilisation d'un périscope binoculaire à grossissement variable. Dans la guerre blindée, voir l'ennemi avant qu'il ne vous voie déterminait souvent qui survivait à la rencontre, et cette amélioration de l'observation plaçait le commandant du Stuk 3 dans une position avantageuse par rapport à de nombreux chars soviétiques dont les commandants souffraient d'une visibilité désastreuse. Le masque de canon en forme de boîte, structurellement faible et présentant des angles défavorables, fut remplacé par un masque coulé d'une seule pièce que les soldats surnommèrent aussitôt la tête de cochon en raison de sa forme caractéristique. Ce masque arrondi déviait les projectiles adverses par ricochet bien plus efficacement que l'ancien modèle anguleux. Des écrans latéraux en acier de 5 mm furent fixés sur les flancs pour contrer les grenades creuses tirées par l'infanterie, dont l'usage s'était généralisé sur tous les fronts. La coque reçut un enduit de zimérite, cette pâte granuleuse gris-beige dont l'application était longue et fastidieuse, mais qui rendait impossible la fixation des mines magnétiques. Certains engins furent équipés de mortiers lance-fumée, permettant de créer instantanément un rideau opaque pour se soustraire à une ligne de mire ennemie dangereuse. Et derrière tout ce blindage visible, une technologie moins spectaculaire mais tout aussi décisive travaillait silencieusement. Les plaques de blindage du Stuk 3 étaient hétérogènes, c'est-à-dire fabriquées avec une structure interne différenciée. La face externe était trempée à une dureté atteignant 588 unités sur l'échelle Brinell. À cet impact, cette couche dure brisait ou déformait le noyau perforant du projectile adverse avant qu'il ne pénètre profondément. Mais un blindage entièrement dur se comporte comme du verre sous un choc violent. Il se fissure et projette des éclats intérieurs meurtriers pour l'équipage. La face interne était donc délibérément plus souple et plus tenace, absorbant ces éclats secondaires et protégeant les hommes dans le compartiment de combat. Les tables de pénétration standard étant établies sur de l'acier homogène, les équipages soviétiques et alliés découvraient régulièrement avec stupeur que leurs projectiles, qui selon les manuels auraient dû percer le blindage frontal du Stuk 3, s'y brisaient ou y restaient enchâssés. Cette technologie coûtait plus cher et exigeait une métallurgie plus sophistiquée,
mais elle offrait une protection supérieure de 20 à 30% par rapport à un blindage homogène de même épaisseur. La machine atteignait son point de maturité au moment précis où le front allemand entrait dans sa phase la plus critique. Et c'est dans cet état de perfection technique qu'elle allait affronter l'été 1943 sur les plaines brûlantes de Koursk. L'été 1943, le saillant de Koursk s'étend sur 250 km de front. L'état-major allemand a concentré dans ce secteur le plus grand rassemblement de blindés de toute la guerre, Tigers, Panthers, Ferdinand, pour percer les lignes soviétiques et reprendre l'initiative stratégique perdue à Stalingrad. Mais les soviétiques ont eu des mois pour préparer leur défense. Ils ont creusé 8 lignes de tranchées successives, posé 600 000 mines, installé des batteries anti-chars en profondeur. Chaque kilomètre carré du saillant est devenu un champ de mort organisé avec une précision d'ingénieur. Les Panthers tombent en panne par centaines dès les premiers jours à cause de problèmes mécaniques non résolus. Les Ferdinand, ces chasseurs de chars géants sans mitrailleuse, sont décimés par l'infanterie soviétique qui s'approche à pied et pose des charges explosives sur leurs flancs. Et c'est dans ce carnage que les bataillons de Stuck 3 font quelque chose d'inattendu. Ils avancent, reculent, se repositionnent, tirent depuis des couverts naturels et infligent des pertes considérables à un adversaire qui les cherche et ne les trouve pas à temps, car leur silhouette basse les rend presque invisibles dans les champs de blé brûlés et les ravins poussiéreux des steppes ukrainiennes. Quelques semaines après Koursk, un document soviétique tombe entre les mains du renseignement allemand. Il s'agit d'un ordre officiel adressé aux équipages de chars de l'armée rouge, leur interdisant formellement d'engager les canons d'assaut allemands en combat direct. Cet ordre n'est pas une anecdote, c'est la reconnaissance officielle, par l'ennemi lui-même, que le Stuck 3 est devenu une menace trop dangereuse pour être affrontée selon les règles habituelles. Dans le même temps, les statistiques s'accumulent. De janvier à août 1944, les unités équipées de Stuck 3 perdent 713 machines, tout en revendiquant 4667 chars soviétiques détruits. Même en divisant ce chiffre par 2 pour tenir compte des imprécisions inévitables du combat, le ratio reste écrasant. Puis arrive Bodo Sprantz. En 6 jours de combat fin août 1943, sa compagnie détruit 61 chars ennemis. Le 17 septembre, son compteur personnel atteint 76 machines détruites, dont 4 abattues à des distances si courtes que ses servants distinguaient les rivets sur le blindage adverse. Ce jour-là, il reçoit sa 9e blessure de guerre. Il a 23 ans. Les derniers Stuck 3 brûlent dans les ruines de Berlin en avril 1945, défendant mètre par mètre une ville déjà condamnée, tirés par des équipages qui savent que chaque obus sera probablement le dernier. Si cette histoire vous a passionné, likez cette vidéo, laissez un commentaire avec le nom de la machine que vous voulez découvrir ensuite, et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.